France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, votre magazine qui vous est proposé par France 24 et Radio France Internationale. Alors l'Union européenne est en questionnement. Investiture du très eurosceptique et ultra-conservateur Donald Trump aux États-Unis, détricotage du pacte vert européen, allègement des contraintes réglementaires au nom de la simplification, et puis sur le fond, la montée des extrêmes droites en Europe et des guerres plurielles à nos portes. Nous allons en parler aujourd'hui et nous avons le plaisir de recevoir la coprésidente de la gauche au Parlement européen, Manon Aubry, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes eurodéputée depuis 2019. D'ailleurs, vous avez été 2 fois tête de liste pour la France insoumise, qui a obtenu en 2024 10% des sièges à peu près, soit 9 sièges au Parlement européen. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par un sujet qui est peu connu, mais qui a pas mal d'impact sur nos vies. Vous avez été à l'origine au Parlement européen de la directive européenne dite CS3D sur le devoir de vigilance des grandes entreprises qui opèrent en Europe, qui leur impose de prévenir les atteintes aux droits humains et les atteintes à l'environnement dans l'ensemble de la chaîne de production, avec un arsenal de sanctions. Aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz s'y oppose fermement. Elle est en danger ? Elle est plus qu'en danger. Aujourd'hui, c'est un texte qui a été adopté à la fin du mandat précédent, qui est le fruit de 5 ans de longues négociations, difficiles négociations. Et déjà, sur le principe, vous adoptez un texte démocratiquement et avant même qu'il soit mis en vigueur, moins d'1 an après, il est complètement mis à terre par le poids des lobbies, relayé en effet par Emmanuel Macron, la droite et l'extrême droite au Parlement européen, mais aussi par la complicité des socialistes qui ont accompagné ce décalage dans le temps de la mise en œuvre de ce texte. Pourquoi ce texte est si fondamental ? Ce texte, vous savez, moi j'ai commencé à travailler sur l'idée de ce texte quand j'ai travaillé pendant plusieurs années en République démocratique du Congo, avant d'être élue au Parlement européen, bien sûr. Et là-bas, je travaillais sur l'impact des violations des droits humains dans le secteur extractif. En République démocratique du Congo, vous avez des réserves extrêmement importantes de cuivre, de cobalt qu'on a tous dans notre téléphone. Et pourtant, là-bas, ça crée des déplacements forcés de population, ça crée évidemment des pollutions des cours d'eau, l'exploitation de travailleurs, d'enfants, sans qu'à aucun moment la moindre entreprise multinationale ne soit rendue responsable. Et donc c'est à ce paradoxe auquel on s'attaque. Les profits remontent toute la chaîne de production jusqu'à la maison mère des entreprises, mais pas la responsabilité en matière de droits humains et de dommages à l'environnement. Et donc l'objectif de ce texte, c'est de faire en sorte que Total ne puisse plus déplacer de force des paysans en Ouganda ou en Tanzanie, que Shein ou Nike arrête d'exploiter le travail forcé des Ouïghours en Chine. Voilà l'impact très concret de ce texte qui était essentiel et que maintenant il est complètement mis à terre par une offensive de la droite et de l'extrême droite. Alors, lors du premier mandat d'Ursula von der Leyen, précisément en 2019, le pacte vert était la priorité des priorités pour engager l'Europe dans une transformation durable. Depuis le début de ce second mandat, on voit des tentatives de détricotage de ce pacte vert. En effet, est-ce que d'ailleurs il y a une majorité désormais de députés et de pays pour cela, Manon Aubry ? Vous avez raison qu'on a complètement changé de dynamique entre ces 2 mandats. Et la réalité, c'est qu'au Parlement européen, comme dans l'ensemble des institutions européennes, on est en train d'assister à une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est l'alliance de la droite et l'extrême droite. Comme on l'a vu dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne, c'est le cas notamment en Italie. Et cela se traduit par une offensive sans précédent vis-à-vis de toutes les normes environnementales qui existent sur la scène européenne. Mais je vais vous dire, ça va au-delà. Et moi, j'en veux terriblement à une partie de la gauche, et notamment aux socialistes. Parce que le groupe socialiste, c'est le 2e groupe au Parlement européen. C'est un groupe qui a pour tradition de travailler avec les libéraux et la droite dans le cadre de ce qu'on appelle le bloc majoritaire. Mais la réalité, c'est qu'à aucun moment,
les socialistes n'ont mis en place une stratégie pour défaire cette alliance de la droite et de l'extrême droite. Moi, j'ai proposé, comme présidente de groupe, j'ai proposé une réunion à mes homologues, président du groupe des Verts, président du groupe socialiste, en disant quelle est notre stratégie de contre-offensive à cette alliance réactionnaire de la droite et de l'extrême droite. Qu'ont fait les socialistes ? Porte close. Pire encore, s'agissant du projet Omnibus que j'évoquais, qui vise à détricoter notamment le texte sur le devoir de vigilance, les socialistes ont voté pour ce qu'on appelle le stop the clock, c'est-à-dire de reporter la mise en œuvre de cette directive pour faire en sorte qu'elle soit détricotée. Donc moi, je demande aux socialistes, on est à minuit moins le quart, avant l'arrivée du fascisme partout en Europe. Le fascisme est déjà là, en Italie, en Hongrie, en Pologne, dans de trop nombreux États européens. Et ils vont regarder le train passer. Donc je dis à mes amis socialistes, réveillez-vous. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard, parce que probablement il est déjà un peu trop tard. Alors la Hongrie, vous l'avez mentionné, vous avez mentionné en fait cette montée de l'extrême droite, et en l'occurrence c'est la droite ultra-conservatrice de Viktor Orban qui enfreint le droit européen en interdisant l'accès de contenu LGBTQ+, d'après la Cour de justice de l'Union européenne pour avis consultatif. Et puis, plusieurs eurodéputés ont annoncé qu'ils se rendraient le 28 juin à la marche des fiertés qui a été interdite par Viktor Orban. Vous aussi d'ailleurs, j'ai l'impression. Oui, je conduirai une délégation de mon groupe, d'une dizaine de députés du groupe de la gauche qui viendront de partout en Europe. Il y a tous les groupes d'ailleurs dans cette délégation. Il y aura des députés socialistes, il y aura des députés écolos, je crois qu'il y aura quelques députés aussi libéraux. Mais l'objectif, c'est dire quoi à Viktor Orban ? En fait, on a le droit d'être qui on est. On a le droit d'aimer qui l'on veut. Et cette offensive sans précédent de la part d'un gouvernement européen vis-à-vis des droits LGBT est en réalité une offensive contre les droits les plus fondamentaux. Je veux dire, Viktor Orban, qui non seulement interdit la Pride, va utiliser d'une reconnaissance algorithmique de vidéosurveillance pour pouvoir mettre un maximum d'amendes à tous ceux qui voudraient participer à cette Pride, qui fait passer des lois constitutionnelles pour interdire la promotion de ce qu'il appelle l'idéologie LGBT. Je veux dire, on en est là dans ce pays, on en est là. Et donc, c'est un honneur pour moi d'aller en Hongrie pour défendre les droits LGBT, de la même manière que c'était un honneur aussi d'avoir participé au succès de l'initiative citoyenne européenne qui a obtenu 1,2 million de signatures pour interdire les thérapies de conversion qui visent à finalement redresser, c'est comme ça qu'ils le disent, redresser le genre, l'orientation sexuelle. Mais je veux dire, on est en 2025 et on en est encore à se battre d'être qui on est, d'avoir l'identité que l'on a et d'aimer qui l'on veut. Alors, ça me paraît en 2025, aberrant. quand même, il y a aussi un mouvement de fond électoral, puisqu'il faut revenir sur une élection qui a fait réagir l'Europe, celle du président de Pologne, Karol Nawrocki. C'est le retour des ultra-conservateurs à la présidence, bien élu, il faut bien le dire, qui va pouvoir opposer son veto aux initiatives du gouvernement pro-européen de Donald Tusk, qui souhaitait notamment rendre possible les unions du même genre, du même sexe, et le droit à l'avortement. On va donc stagner sur l'état de droit. On ne fait pas que stagner, on retourne en arrière. Vous mentionniez Donald Tusk, qui en effet est le Premier ministre. Il a été élu en Pologne sur la promesse de légaliser le droit à l'avortement. La réalité, c'est que Donald Tusk, qui est un libéral, n'a rien fait. Mais il avait déjà un président... c'est vrai, un président proche du PiS. Mais la vérité, c'est qu'il n'a rien fait. Pour autant, il était Premier ministre, il aurait pu lancer la dynamique. Pire encore, moi, je vais vous dire, cette semaine... après l'élection d'un ultra-conservateur, Nawrocki, à la tête de la Pologne, je vais avoir une pensée pour les militantes féministes. J'ai échangé avec Natalia. Natalia, c'est une militante féministe qui a monté le premier centre pour l'avortement en Pologne, à Varsovie, qui est un centre évidemment illégal, puisque le droit à l'avortement est illégal en Pologne, et qui m'a dit « Manon, j'ai peur. J'ai peur pour moi. J'ai peur pour les femmes de ma génération, pour toutes les femmes qui vont venir après moi et qui ne peuvent pas avoir ce droit le plus simple à disposer de leur propre corps. » Et vous savez, il y a quelques semaines, ça a fait beaucoup parler. Je suis allée en Pologne apporter des pilules abortives qu'on a apportées avec ma collègue Mathilde Panot pour tout simplement permettre à des femmes d'avorter. Parce que je me souviens d'une histoire, j'étais
pas née, mais avant que le droit à l'avortement soit légalisé en France, les femmes françaises allaient avorter en Pologne parce que le droit à l'avortement était légal en Pologne. Maintenant, on est dans la situation inverse. Les femmes polonaises viennent en France. Et les riches en plus. Et je veux dire à Natalia, je veux dire à Justina, une autre militante féministe qui est poursuivie en Pologne pour avoir aidé des femmes à avorter. Je veux dire à toutes ces femmes qui se battent pour le droit à l'avortement. On ne va pas vous abandonner. On va continuer à se battre, notamment pour inscrire le droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux, pour que ma génération qui est née en France avec ce droit fondamental à disposer de son propre corps ne soit plus jamais remis en question. Alors Manon Aubry, on a bien compris que sur la question de la défense et de l'Ukraine, il y a peut-être un risque d'une coalition des mauvaises volontés sur l'aide à l'Ukraine, Viktor Orban en Hongrie, Robert Fico en Slovaquie, et puis maintenant Nawrocki en Pologne. Est-ce que ça, c'est une première crainte? Et puis surtout, rehausser le niveau de l'OTAN, réinvestir dans la défense, comme on nous le demande, à 5% pour ce qui est de l'OTAN. Est-ce que ça va se faire aussi? Je séparais deux choses. D'un côté, la nécessaire aide et soutien à l'Ukraine qui, je pense, doit s'accompagner d'une initiative diplomatique pour entrevoir un chemin de la paix et une sortie de ce conflit et ne pas laisser Donald Trump seul aux manœuvres des discussions diplomatiques qui me paraissent indispensables si on veut que ça ne se termine pas par une guerre totale d'un État qui écrase l'autre et enfin trouver le chemin de la paix. Et puis de l'autre côté, il y a la question de la stratégie de défense. Et moi, j'alerte sur deux choses. À la fois, l'alignement total dans le cadre de l'OTAN, qui veut dire un alignement total dans les intérêts de Donald Trump. Et je ne crois pas aujourd'hui que l'Union européenne peut parler de souveraineté et dans le même temps s'inscrire dans les pas de l'OTAN de Donald Trump, d'une part, et d'autre part sur les investissements. Autant, il est évidemment nécessaire d'avoir un arsenal de défense qui permet de garantir notre souveraineté, notre dissuasion, et la France est un bon exemple en la matière. Autant j'observe quand même le deux poids, deux mesures. On trouve de l'argent sonnant et trébuchant pour les chars d'assaut, mais pas pour les hôpitaux. Et augmenter à 5% l'investissement en matière de PIB dans la défense, si on prend l'exemple de la France, c'est plus de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Et moi, je pose la question à quel besoin concret cela correspond, parce qu'il y a un risque d'escalade qui dépasse même un cadre qu'on a pu connaître, qui est celui de la guerre froide, et que c'est traduit par un affrontement généralisé. Et je pense que personne n'a intérêt à ça. On a plutôt intérêt à avoir une stratégie de désescalade pour éviter, évidemment, un conflit de tous les États les uns contre les autres, qui se traduirait par encore plus de drames que les conflits qu'on connaît à l'heure actuelle, sur le terrain européen, bien sûr, mais je veux avoir aussi une pensée pour le drame humanitaire absolument insupportable dans la bande de Gaza et le génocide qui est en cours avec la complicité des États membres de l'Union européenne qui ne font rien, qui ferment les yeux et pire encore, qui continuent à livrer des armes, comme c'est le cas de la France à Benjamin Netanyahou. Nous sommes signataires, France 24, RFI, les médias de France Média Monde, d'une tribune demandant sans restriction l'accès des journalistes immédiats à la bande de Gaza et la protection totale des journalistes palestiniens. Justement, la France va co-présider aux côtés de l'Arabie Saoudite du 17 au 20 juin une conférence à l'ONU pour remettre sur la table la solution à deux États, à laquelle évidemment le gouvernement israélien s'oppose très fermement. Ça, c'est une bonne initiative française, vous diriez? J'observe que le président de la République, Emmanuel Macron, tergiverse beaucoup sur la question de la Palestine et face au génocide qui est en cours dans la bande de Gaza. Il tergiverse parce que sur la reconnaissance de l'État de Palestine, je me souviens, il y a quelques mois, il avait dit « ce n'était pas le bon moment » et manifestement, on n'est même pas sûr qu'il va le faire là dans les semaines qui viennent. Alors que j'ai envie de poser la question à Emmanuel Macron, quand est-ce que ce sera le bon moment? Je veux dire, on a 100% de la population en Palestine qui est menacée de famine. On a plus de 60 000 morts civils, près de 20 000 enfants qui sont massacrés, qui sont sous les bombes israéliennes, matin, midi et soir, l'aide humanitaire qui n'entre pas dans la bande de Gaza. Quand est-ce que ce sera le bon moment, Emmanuel Macron? Mais vous souhaitez, par exemple, à la gauche, une suspension de l'accord UE-Israël, mais vous avez obtenu peu de signataires au Parlement européen, y compris des abstentions dans votre groupe. Il n'y a pas de majorité ni au Parlement ni dans les États pour cela, la suspension de ces accords. Et ça, c'est problématique. J'observe que depuis le moment où on le demande et depuis des mois maintenant, le débat a quand même progressé, puisque la Commission européenne a annoncé avec le Conseil et les États membres
ouvrir un réexamen de l'accord d'association. Cette semaine a fuité un texte issu de la Commission européenne qui fait état, il y a quelques mois déjà, de l'état systématique des violations des droits humains et des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont menacés, en vertu desquels l'accord aurait dû être suspendu. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël et participe de cette manière-là à financer l'effort de guerre de Benjamin Netanyahou. Donc, franchement, quand on voit Kaja Kallas, qui est la haute représentante aux affaires étrangères, en réalité, c'est la haute représentante à l'impuissance européenne. Et donc, nous continuerons à nous battre pour suspendre l'accord d'association, pour demander un embargo sur l'envoi d'armes, pour faciliter l'accès humanitaire. Et je demande aussi que le bateau Madeleine, dans l'initiative de la flottille de la liberté... par les gardes-côtes libyens. Non, qui est venu en aide à des migrants. Mais ce dont on parle là... C'est une initiative qui a été lancée par une association avec à son bord ma collègue Rima Hassan, Greta Thunberg, qui vont aller à Gaza avec de l'aide humanitaire pour arriver et pour briser cet embargo humanitaire qui existe. Moi, je demande qu'un passage sûr leur soit garanti, assuré par les autorités libyennes, égyptiennes, grecques, mais aussi par les autorités israéliennes. Toute dernière question, la droite radicale de Geert Wilders a provoqué la chute du gouvernement avec la droite traditionnelle. On voit bien quand même que pour autant, elle est en passe d'être aussi dans de nouvelles élections en très bonne position. Cette montée des droites extrêmes, on n'a pas réussi à la contrer. On n'a pas encore réussi à la contrer. Il y a une alliance aussi avec l'idéologie MAGA quand même. Hein. Oui. C'est poussé par Donald Trump. Et Jordan Bardella organise un rassemblement ce lundi 9 juin dans le Loiret, un an après les élections européennes, avec Viktor Orban, avec Matteo Salvini, avec Abascal, qui est le représentant de Vox en Espagne. Bref, à chaque fois que la gauche ne regarde pas le fascisme en face et est prête à se dresser, à se battre, corps à corps, idéologiquement, évidemment, pas physiquement. Vous faites un contre-rassemblement quand même. Et oui, pour ne pas laisser une once de terrain, le moindre petit centimètre à l'extrême droite. Parce qu'en réalité, ce que montre ce rassemblement, c'est que l'extrême droite a beau porter des cravates, ils sont toujours aussi racistes, ils sont toujours aussi xénophobes, ils sont toujours aussi sexistes. Merci Manon Aubry pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. On continue sur le sujet de la protection des océans, car c'est bientôt effectivement le sommet des océans et ça se passe au Parlement européen entre eurodéputés sur cette grande bleue justement. Tout de suite. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, alors que beaucoup d'eurodéputés ont un œil sur ce qui se passe à Nice, où se tient le sommet des Nations Unies pour la protection des océans, avec de nombreux enjeux. Les océans sont les poumons bleus de notre planète. Ils couvrent 71% de la surface du globe et absorbent près de 30% du CO2 mondial. Et malgré ce rôle vital, eh bien, ils subissent une pression croissante. 8 millions de tonnes de plastique y sont déversées chaque année. 34% des stocks de poissons sont surexploités et seuls 3% des océans bénéficient d'une protection stricte. Oui, alors face à cette urgence, l'Union européenne s'est fixé l'objectif pour 2030 d'arriver à 30% d'aires marines protégées dans les eaux maritimes, alors qu'elle en abrite 12% actuellement. Alors les Européens doivent présenter pour cela leur pacte pour la protection des océans. Écoutons ce que Emmanuel Macron en disait en mars dernier. Ce pacte bleu, ce doit être un pacte d'investissement dans la protection de nos océans, investir dans les carburants durables, en européen, créer les filières permettant de remplacer peu à peu les énergies fossiles, investir dans l'électrification des ports, dans la recherche, dans l'innovation pour donner à notre communauté scientifique plus de moyens au service de la connaissance de nos océans. Des objectifs ambitieux, mais les associations de protection de l'environnement s'inquiètent d'un manque de stratégie claire pour parvenir à ces objectifs. Alors, pour évoquer le rôle de l'Union européenne dans la protection de nos océans, 3 invités aujourd'hui. Christophe Clergeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français, vous êtes membre du groupe des sociaux-démocrates ici au Parlement européen et vous êtes président de l'intergroupe du Parlement européen dédié aux mers, rivières, îles et zones côtières. Et le vice-président de cet intergroupe est également sur ce plateau. Paolo do Nascimento Cabral, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé portugais et membre du groupe PPE au centre droit de l'hémicycle du Parlement. Et en duplex depuis Nice, justement, où tout se passe, bien sûr. Geneviève Pons, bonjour.
Bonjour. Directrice générale de l'Institut Jacques Delors, think tank européen, membre de la mission européenne sur la restauration des océans. Vous avez beaucoup travaillé, inspiré ce pacte européen sur les océans. Quelle est sa philosophie? Ce dont on a rêvé, et le commissaire Cadiz nous a dit qu'il s'était beaucoup inspiré de ce dont on a rêvé. On a fait un manifeste pour un pacte européen sur l'océan l'année dernière, et on a su, 3 mois après l'avoir révélé, que Madame von der Leyen en faisait un projet de son mandat. Il y a une logique, cette logique était déjà dans la mission Starfish, 5 branches. C'est la mission européenne sur restaurer l'océan et les eaux. Quelles sont ces 5 branches? Pour arriver à restaurer notre océan, qui est quand même le but central, il nous faut de la science, il nous faut de la gouvernance, il nous faut de la protection active, il nous faut de la lutte contre les pollutions, et enfin, il nous faut une économie bleue durable. Voilà, je trouve que dans le discours d'Emmanuel Macron, il y a 2 éléments qui sont tous les 2 importants, mais qui ne suffisent pas. La science est là, et l'argent pour la science qui est nécessaire. En revanche, il parle aussi très bien de l'économie bleue, qui est également nécessaire. Il ne parle pas, dans l'extrait au moins, de la protection et de la lutte contre les pollutions, qu'il ne faut surtout pas oublier. Tout ça va ensemble. Et à ces éléments, nous devons désormais ajouter la sécurité. L'océan joue un rôle très important dans la sécurité, comme par exemple les attaques de câbles par les Russes, probablement, nous ont montré encore récemment. Alors parlons protection. Après ce que vous avez dit, Geneviève Pons, Paolo do Nascimento Cabral, sur cette question de la protection, il y a cet objectif d'arriver à 30% d'aires marines protégées en 2030 et aussi augmenter les aires marines très protégées, c'est-à-dire sans activité humaine. Est-ce que vous ne craignez pas, comme beaucoup finalement au sein de la droite européenne, au sein du Parti populaire européen, que cela nuise à l'économie de la mer? C'est très important pour protéger les océans et les mers de l'Union européenne, mais aussi les mers globales. Nous avons maintenant défini de 30% pour la protection, et je viens des Açores, du Portugal, et nous avons les premières régions qui a protégé 30% de son mer. Un process qui a, avec la participation de tous, l'engagement de tous les participants pour l'activité maritime, pour les pêcheurs, pour les entreprises, pour l'industrie. Et c'est un process très, très participatif et très important. Nous défendons aussi que la protection des 30% de la mer, c'est nécessaire pour faire, pour les situations spécifiques des espèces qui sont en danger, et pour aussi la situation des restaurations, des stocks et de la biodiversité. Pour nous, c'est important, mais Christophe Kergeux, j'ai envie de dire, il y a quand même certaines résistances à l'idée de zones marines protégées à 30% et surtout de zones marines ultra protégées, c'est-à-dire zéro activité humaine, 10%, ça connaît une certaine résistance au nom de l'économie, toujours, l'écologie versus l'économie. D'abord, je crois qu'il y a une prise de conscience, et j'espère qu'elle est générale, qu'il n'y a pas d'économie bleue s'il n'y a pas d'océan en bonne santé. Donc comme la santé des océans se dégrade, les perspectives de la pêche et des autres activités économiques sont en danger. Donc cet impératif de protection, il est le fondement des activités économiques de demain. Et je partage la philosophie qu'évoquait mon collègue Cabral, mais on ne le fait pas. Vous avez rappelé les chiffres, on est très 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 en retard. Donc maintenant, il faut changer de braquet, passer réellement à l'action. Je crois que la priorité, c'est de faire les 30% de protection et de définir, oui, un projet de territoire avec les acteurs pour chaque secteur. Et dans les 30%, on trouvera les 10% de niveau de protection plus fort et d'exclusion d'activités humaines. Mais il faut changer de braquet, c'est ça le sens du pacte pour les océans, c'est changeons d'approche, allons plus vite, prenons au sérieux les enjeux de protection des océans. Alors parlons de la pêche avec Geneviève Pons, un chiffre intéressant. En 2020, selon un rapport de la Cour des comptes européenne, dans 60% de ces aires marines protégées, la pêche au chalut, qui a quand même un fort impact sur les écosystèmes, était davantage pratiquée que dans les zones marines non protégées. Il y a une forme de paradoxe sur la régulation de ces zones marines.
et de la pêche. Oui, bon. Il faut dire que bon, le chalutage, effectivement, provoque beaucoup de dégâts. Je crois qu'il faut donner aux pêcheurs qui actuellement pratiquent le chalutage la possibilité de se transformer, de transformer leur méthode de pêche. Ça prendra du temps. Mais il faut le faire parce que, zone marine protégée ou pas, le chalutage a un impact important sur l'environnement. Alors c'est vrai que c'est tout à fait paradoxal qu'il y ait plus de chalutage dans des aires marines protégées. Il faut aussi retenir quelque chose qui est très lié à la notion de protection. Et ça a été prouvé partout dans le monde. Si vous protégez une zone, vous allez la voir se régénérer très rapidement. Et la pêche autour de cette zone sera beaucoup plus profitable. Donc il y a vraiment un intérêt commun de la protection et de la pêche à avoir des zones marines protégées, vraiment protégées, parce que ce sera profitable pour les pêcheurs autour de ces zones. Alors, le vice-président de l'intergroupe, justement, sur ces questions marines, vous êtes en effet originaire de l'île des Açores et la pêche au chalut est interdite depuis 2023 au-delà des 800 mètres de profondeur. Les pêcheurs sont très remontés contre ce type de restrictions qui s'ajoutent justement à des quotas de pêche par espèce de poisson dont vous nous avez parlé. Est-ce qu'on est en train d'affaiblir ou en passe d'affaiblir la pêche européenne? Est-ce que c'est un risque? Bien. Je pense qu'il est nécessaire beaucoup d'informations pour les pêcheurs et pour le secteur. C'est très important pour les pêcheurs, pour la pêche, pour l'industrie de la pêche, pour comprendre les bénéfices de cette décision. Et les scientifiques, la science a donné beaucoup d'informations pour les autorités régionales et c'est nécessaire aussi pour engager tout le monde pour partager cette information. Parce que je suis d'accord avec Geneviève qu'il y a une phase de transition et les pêcheurs nécessitent de soutien de public, mais en long temps, ils vont bénéficier de cette décision. Et c'est pourquoi je crois qu'il n'y a pas un impact direct dans la pêche de l'Union européenne parce que déjà, nous importons 80% des produits que nous consommons ici, des pêches que nous consommons ici à l'Union européenne. Il y a des côtés pêche. Et nous avons demandé que les décisions de le côté pêche a intégré les 3 piliers de soutenabilité, le pilier ambiental, le pilier social et les piliers, excusez-moi, et le pilier environnemental économique. C'est très important pour la décision de le côté pêche. Et après ça, nous avons diversifié les accords commerciaux, les accords de pêche avec les pays tiers pour garantir la sécurité alimentaire des Européens. Et notamment avec le Royaume-Uni, il y a eu récemment un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour pouvoir pêcher dans la zone économique exclusive britannique. Christophe Clergeau, sur cette question de la pêche, est-ce qu'il faut aller encore plus loin dans la régulation de cette activité, c'est-à-dire limiter encore davantage le chalutage et baisser les quotas de pêche? Il faut changer les pratiques de pêche, il faut sortir par étapes du chalutage, mais pour que les pêcheurs puissent le faire, il faut les aider à investir dans de nouveaux bateaux et dans de nouvelles techniques. Donc c'est un contrat à passer entre la pêche et la société, préparer un avenir, il y a une perspective économique pour la pêche, mais avec des bateaux globalement plus petits et d'autres techniques de pêche. Mais moi je ne voudrais pas que le débat maritime sur la santé des océans se focalise uniquement sur les pêcheurs, au moment où chacun d'entre nous a tendance à considérer la mer comme sa poubelle et qu'on retrouve dans les océans les plastiques, les bouteilles, la les mégots de cigarettes, droite a tendance à focaliser le débat sur les océans, sur la pêche? Non, je ne dis pas ça. Souvent, les observateurs, on ne parle que de la pêche, il y a une polarisation sur la pêche. Mais il faut parler aussi des pesticides, des PFAS qui sont dans l'eau, de tous les produits chimiques qui dégradent les océans. Les océans sont aussi le reflet de nos modes de vie et de société sur Terre. Donc ce qu'il faut faire comprendre aux gens, il y a le sujet de la pêche, mais pour protéger les océans, il faut changer nos pratiques, changer nos modes de vie et faire attention à tous les gestes de la vie quotidienne. Alors Geneviève Ponce, Donald Trump va lancer son pays dans l'exploitation minière, a-t-il annoncé, des grands fonds marins, d'ailleurs en zone internationale. Il convoite pour les mêmes raisons d'ailleurs le Groenland. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des conséquences de cette exploitation sur la biodiversité marine et la santé de nos océans?
Oui, alors il faut bien sûr s'inquiéter d'une telle activité. Là aussi, toutes les recherches qui ont été faites partout dans le monde montrent que aller dans ces profondeurs, d'une part, c'est extrêmement coûteux, et d'autre part, ça va provoquer des dégâts considérables. Pour aller gratter les fameux nodules polymétalliques qui font rêver tout le monde, et notamment Mr. Trump, eh bien, il va falloir aller taper dans le fond des mers, dans tout ce qui s'est déposé dans le fond de la mer. On va non seulement libérer le dioxyde de carbone qui était emprisonné là, mais on va faire en sorte que la colonne d'eau va devenir beaucoup plus opaque. Et ça veut dire qu'il y a une biodiversité tout le long de la colonne d'eau qui va être menacée. Donc c'est vraiment une chose contre laquelle les scientifiques avertissent, et il y a une législation internationale et il y a une organisation internationale. Cette organisation internationale est là pour définir des règles. Et cette organisation internationale est là pour délivrer des permis. Donc M. Trump ne peut pas faire ça tout seul. Il ne croit pas beaucoup au multilatéralisme en attendant. Non, en effet, il n'y croit pas. Alors sur ce sujet, Paolo do Nascimento Cabral, est-ce que l'Union européenne doit prendre le pas de Donald Trump et aussi se lancer dans cette course à l'exploration minière des fonds marins? Non, la science n'a pas donné déjà d'informations concrètes pour une décision. Et je pense que le moratorium c'est très bien appliqué. Et je pense que la prochaine année, décade, n'est pas possible pour avancer pour l'exploration des fonds miniers. Il faut attendre les réponses de la science sur ce sujet. Oui, c'est très important. Mais vous voulez seulement un moratoire, pas une interdiction? Maintenant, parce que nous n'avons pas d'informations suffisantes. Et c'est pourquoi j'ai présenté une proposition de projet pilote pour l'établissement d'un observatoire européen du fond des mers pour étudier concrètement la situation qui se passe dans le fond des mers, pour protéger la biodiversité, pour garantir qu'il n'y a pas d'attaques, des situations. Christophe Clergeau, vous êtes en désaccord avec le PPE là-dessus? Moi, je suis pour aller jusqu'à une interdiction totale parce que je pense que ce serait une folie d'aller piller le fond des océans. Mais ce que vient de dire Paolo est raisonnable, s'appuyer sur la science, observer et ne pas y toucher pour le moment. Mais je trouve fascinant que Trump veuille absolument piller les ressources naturelles et en même temps, par exemple, arrêter le développement des énergies marines renouvelables aux États-Unis. Il y a beaucoup mieux à faire en mer que de piller les fonds marins. Utilisons les mers en lien avec les pêcheurs pour développer la production des énergies vertes en Europe. On aura de l'énergie verte produite en Europe, des emplois et une nouvelle filière industrielle en Europe. Ça, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. On n'a pas besoin du pillage des fonds marins. Et Geneviève, oui. Seulement, c'est nécessaire aussi une simplification des process pour l'aquaculture aussi, parce que nous avons notre pêche est limitée pour les quotas, mais c'est nécessaire d'augmenter la production d'aquaculture à l'Union européenne et le pacte des océans aussi, c'est très important pour augmenter cette production et simplifier la licenciement. Et Geneviève Pons, pour conclure, un mot sur la pollution plastique aussi, la lutte contre ce type de pollution, c'est un des enjeux de ce sommet de Nice. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est d'où ils viennent ces plastiques. Et si vous regardez, ça vient de l'intérieur. Donc tout ce que vous allez faire, vous, dans votre façon de vivre, dans votre façon d'utiliser ou pas des plastiques, et ensuite comment vous allez les traiter comme déchets, ça va avoir un impact sur l'océan. Donc la première responsabilité, c'est chez nous, dans nos habitudes. Il faut essayer d'être pleinement responsable. Et effectivement, la réglementation aide beaucoup. Et au niveau européen, on a fait un grand pas en avant avec cette interdiction des plastiques à usage unique qui a été suivie dans d'autres parties du monde, y compris de l'autre côté de la Méditerranée. La Méditerranée étant une des zones les plus polluées par les plastiques dans le monde. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat sur ce sujet si important de la protection de nos océans. Merci à vous d'avoir plongé avec nous dans ce fameux pacte bleu. À très bientôt. Restez sur nos antennes.